Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Et bonjour à tous, oula, et bienvenue dans la revue de Pedro. Nous sommes le 27/02/2023, 27 février 2023. Et nous allons comme tous les jours faire une revue de presse. Aujourd'hui, sur de la France Orange Mécanique. Aujourd'hui, concentré sur la France Orange Mécanique. Et donc pour tous les futurs matins, je twitcherai d'abord et ensuite je diffuserai sur YouTube pour ceux qui auront la version YouTube. Ce sera à 7h30 à peu près ou 8h. Voilà. Et donc bienvenue à ceux qui découvriront cette radio. Donc je découvre avec vous tous les articles le matin et je les lis pour vous faire un résumé de l'actualité de la veille qui a l'air bien chargé aujourd'hui encore. Voilà. Bonjour à tous ceux qui partent au travail, à ceux qui sont au travail. Courage à eux, on est avec vous. Moi, je partirai un peu après. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et aussi à commenter en dessous par rapport à tout ce que vous entendez. Il n'y a aucun problème, c'est cool de discuter. Intéressant d'avoir votre avis, quel qu'il soit. Et donc on est parti tout de suite sur la France Orange Mécanique qui va être assez intense, j'ai l'impression, ce matin. Donc alors, là, il y a quelque chose de sacrément horrible là qui est encore, ah, l'expression de notre justice, de notre France qui part en couille, quoi. Putain, quand j'ai vu cette news encore, ça rend fou. Alors, F de souche, premier article. Noisy-le-Grand, 93. En excès de vitesse et complètement ivre, le chauffard Nahim B tue Juliette, 40 ans, ainsi que son frère Jérôme, 29 ans. Il est condamné à 2 ans ferme. C'est un danger public. Donc 2 ans ferme pour avoir tué deux personnes. Peut-être pas volontairement, mais bon. Il était complètement torché, quoi. Les gens vont encore prendre la référence d'un petit qui a été tué par une dame que je crois, enfin par une dame, par une personne qui a fait n'importe quoi, mais qui n'était pas torché, qui n'avait pas fait exprès, quoi. Contrairement à ce qu'on avait vu avec Axel Dorier et qui on avait vu la condamnation, et là ça a l'air de ressembler quand même à ça. Donc on démarre quand même avec du lourd pour le premier article. Juliette, 40 ans, et son frère Jérôme avaient été fauchés à Noisy-le-Grand dans un accident provoqué par un homme en excès de vitesse, avec une alcoolémie près de 3 fois supérieure à la limite autorisée. Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Un homme de 28 ans a été condamné ce vendredi 24 février par le tribunal correctionnel de Bobigny, Seine-Saint-Denis, à une peine de 2 ans de prison ferme aménageable sous forme de semi-liberté et à 3 ans de prison probatoire de 2 ans pour avoir provoqué en 2018 un accident mortel de la circulation en état d'ivresse et en excès de vitesse à Noisy-le-Grand. Jérôme, 29 ans, et Juliette, 40 ans, frères et sœurs, avaient perdu la vie. Alain, le conjoint de Juliette, et leur enfant, alors âgé de 6 ans, avaient été très, très grièvement blessés. Ah ouais, carrément, putain. Quelle horreur, putain. Le procureur avait requis une peine un peu plus lourde, de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, épinglant la lâcheté dont le prévenu a fait preuve aujourd'hui en ne se présentant pas à l'audience. Nahim B était à l'hôpital en raison des difficultés médicales de sa fille, a bien tenté de justifier son avocate, maître Sarah Huet. Après avoir bu de la vodka dans un bar de chicha, ce 14 janvier 2018, le jeune homme, alors âgé de 22 ans, prend le volant de la 508 de son père vers 2 h du matin. Alors qu'il roule à plus de 155 km/h sur une portion non éclairée de l'autoroute A4, il percute une Jeep à pleine vitesse. Putain, c'est un danger public. Selon plusieurs témoins, avant le premier impact, Naïm voulait dangereusement tout feu éteint. Ce que l'expertise n'a néanmoins pas pu prouver, en faisant des queues de poisson aux autres automobilistes. C'est un danger public. On sait tous qu'il n'y a pas l'intention de causer des morts, mais il a néanmoins une parfaite conscience des risques qu'il faisait courir aux autres, a martelé maître Vincent Julet Parade, l'avocat des parties civiles, le Parisien. Merci Rémi. Ouais, c'est un truc de fou. J'hallucine, quoi. Putain, c'est... Oh là là, putain. Histoire de se mettre en jambe pour la France Orange Mécanique, messieurs, dames. Ok, alors, article suivant, toujours,
toujours dans la France Orange Mécanique, et là lié à la résistance, hein, parce qu'on a pas mal fait d'articles sur la résistance. Et là, donc on arrive sur un autre village, parce qu'il y avait euh, Bélabre hier. Je vais faire, il y a une vidéo qui sortira tout à l'heure, avec Pierre Gentillet, qui s'est plutôt pas mal gavé. Et les gens qui se motivent à essayer d'arrêter l'immigration. Et donc là, Valeurs Région dans l'immigration à Saint-Brévin. Alors, Valeurs Région, l'immigration est néfaste. L'accueil des migrants continue de faire débat à Saint-Brévin. Les opposants, les opposants se disent inquiets par la proximité entre ce futur projet et un établissement scolaire. La France aux Français ont-ils scandé. Ouais, c'est clair. Et l'Afrique aux Africains, hein. Et l'Ukraine aux Ukrainiens. L'accueil des migrants est une question qui fait débat en Loire-Atlantique. Samedi 25 février, deux manifestations rassemblant 900 et 380 personnes se sont déroulées sur la commune de Saint-Brévin, non loin de Saint-Nazaire, comme l'ont rapporté le jour même plusieurs médias, dont CNews, qui citent des informations recueillies auprès de la gendarmerie. Le premier rassemblement réunissait des personnes favorables au projet d'accueil de demandeurs d'asile, CADA, tandis que le second était composé de manifestants qui s'y sont opposés. Ces derniers fustigent la proximité entre ce futur projet et un établissement scolaire. Ils ont scandé ce slogan: La France aux Français. Notre démarche n'est pas du tout raciste mais vise à montrer que l'immigration est néfaste, a confié à la presse Alain Escada, président de l'organisation catholique Caritas, cité par nos confrères. Oui, bon, en plus, c'est dommage parce que là, ils expliquent pas que en fait, c'est que des antifas qui viennent pas du village, quoi. Alors que les autres, là, j'aurais dû prévoir, il y avait pas mal de photos en fait des manifestants, quoi. C'est des gens du village, quoi, avec des discours, quoi, et tout ça. Enfin bon, comme d'hab, hein, de toute façon c'est la même chose. Un projet similaire dans l'Indre, dans le même contexte, un manifestant qui s'est dit contre toute augmentation des immigrations, a peu après considéré que l'État ne prenait pas les moyens qu'il fallait pour empêcher les migrants de venir par terre et par mer, relate CNews. Ce samedi 25 février, nous nous étions fait l'écho d'un projet similaire dans le Berry, dévoilé par Boulevard Voltaire, le village de Bélabre, situé dans le département de l'Indre, se prépare en effet à recevoir une trentaine de migrants. Sur place, les habitants sont nombreux à déplorer un projet caché et sans concertation. Par conséquent, ils préparent une mobilisation. Et il y a déjà eu pas mal. Donc courage à vous, hein, les gens. Continuez la résistance. Bravo, hein. C'est dommage, là, j'aurais dû vraiment prévoir pour montrer un peu les photos. Parce que c'est vrai que, voilà, il y a vraiment des gens qui se mobilisent pour empêcher ce genre de choses. Donc il faut les soutenir et il faut continuer à faire ça. C'est très très important. Il faut montrer, envoyer un signal, quoi, pour que ça va pas se passer comme ça, quoi. Faut arrêter, quoi. Depuis 40 ans, l'immigration, elle n'a pas été choisie. On n'a pas voté pour, on nous l'a imposé. Voilà. Donc il faut maintenant réagir parce que de toute façon, sinon ça va continuer. Mais, bravo à eux et courage. Alors, article suivant. Actu 17, Pantin. Un homme de 28 ans dans le coma après une rixe entre automobilistes. Eh bien. La victime a été rouée de coups de barre de fer notamment. Elle a été évacuée à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé. Plusieurs suspects sont recherchés par la police. Un jeune homme de 28 ans a été violemment agressé dans la nuit de samedi à dimanche à Pantin, Seine-Saint-Denis, par un groupe de 6 personnes, rapporte le Parisien. Il a été évacué à l'hôpital alors que ses jours étaient en danger. Un suspect a été interpellé puis finalement mis hors de cause. Selon les premiers éléments, une altercation a éclaté entre la victime prénommée Nassim et le groupe d'agresseurs armés de bâtons, de barres de fer et d'un cric suite à un différend routier sur le périphérique. La victime a reçu un coup de barre de fer à la tête, s'est effondrée sur la chaussée et a été frappée de coups de pied selon un témoignage. Ses agresseurs lui ont également arraché son collier avant de prendre la fuite et la laisser pour morte. Les secours ont été appelés vers minuit 30 et ont rapidement transporté la victime prénommée Nassim à l'hôpital Avicenne de Bobigny alors qu'elle venait de tomber dans le coma. Son pronostic était alors engagé. Cette dernière présentait notamment une importante plaie au niveau de la tête. La police a immédiatement lancé des recherches pour retrouver les auteurs de l'agression et a repéré une Renault Clio grise correspondant à celle des suspects. Les forces de l'ordre ont stoppé la voiture et ont interpellé son conducteur, âgé de 27 ans, qui était seul à bord à ce moment-là. Après des vérifications, l'homme a finalement été mis hors de cause. Les 6 agresseurs sont recherchés. Ah, c'est la joie à Pantin, hein. Putain, on a vu un article hier aussi. C'est la joie. C'est la joie, t'as envie d'y aller. Allez, c'est en Seine-Saint-Denis. Après, c'est la ville, je crois, une des villes les plus gentrifiées de la Seine-Saint-Denis, hein. En fait, t'as les quartiers malsains et un gros quartier bobo en plein centre, enfin au nord plutôt. Putain, c'est la partition, quoi. Alors, article suivant. Actu 17, Besançon. Un homme abattu dans sa voiture en pleine rue. Là où les auteurs sont en fuite,
La police judiciaire et la sûreté départementale ont été saisies. Putain, c'est la joie, hein, vous avez vu, c'est... Putain, la France, c'est... Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été tué par balle à Besançon, dans le Doubs, ce samedi soir, en pleine rue, a-t-on appris, confirmant une information de l'Est républicain. Les faits se sont produits vers 21 h alors que la victime se trouvait dans une voiture, rue Anne-Franck, dans le quartier des Vettes, lieu où les auteurs ont pris la fuite. Malgré l'intervention rapide de secours, l'homme est rapidement décédé. Les policiers ont procédé à des constatations sur place, notamment les techniciens de la police scientifique. La victime serait bien connue de la police et la justice d'après le quotidien régional. Un suspect en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte et un suspect a été placé en garde à vue. La police judiciaire de Besançon a été chargée de mener les investigations conjointement avec la sûreté départementale. Aux joie. Mon Dieu, mon joie. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, article suivant. F de souche, Valenciennes, 59. Le boulanger séquestré après une livraison piège d'un gâteau d'anniversaire pour Dounia. Ses bourreaux, Omar Benfetoua et Abdelhakim Benfetoua, trahis par leur portable en prison. D'accord, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Son traumatisme est toujours perceptible lorsqu'il décrit la voix féminine qu'il appelle 2 ans plus tôt pour commander un gâteau sur lequel il doit inscrire un joyeux anniversaire de Dounia, 23 ans. Le boulanger hésite. On est en plein confinement, il finit par accepter parce que le rendez-vous pour la livraison lointaine, fixé à 22 h, était face à la gendarmerie de Valenciennes, ça m'a rassuré. Alors, déshabillé et frappé. Son phrasé s'accélère lorsqu'il dépeint les 6 individus, tous armés et cagoulés, qui le surprennent alors qu'il montre le gâteau à celle qu'il pensait être une simple cliente. Le piège se referme. Il est menotté à son volant et conduit dans le parking souterrain d'un immeuble situé en face de la gendarmerie. J'ai été déshabillé et frappé. C'est quoi ce délire? La voiture du boulanger sera abandonnée dans un champ à Petite Forêt. Les enquêteurs y trouveront les empreintes d'Omar Benfetoua. C'est par son téléphone que le fameux gâteau d'anniversaire a été commandé. Quant au téléphone de son cousin, Abdelhakim Benfetoua, il tenait lui aussi par ailleurs une boulangerie. Il a borné sur chaque lieu des commissions des faits. Finalement, ce sont peut-être les appels passés illégalement durant leur détention provisoire qui sont les plus loquaces. Les 2 hommes étaient sur écoute. Il veut que je plonge pour lui, il n'est même pas capable de payer mon avocat. Une phrase d'Omar lâchée sur son mobile. Au parloir, Abdelhakim et sa compagne parlent d'un flingue qu'il faut dégager et d'un mur à reboucher. La compagne, qui a reconnu s'être débarrassée d'un pistolet airsoft, a écopé de 6 mois de prison pour cette raison. Quant à celle qui a servi d'appât, elle a été condamnée à 18 mois de sursis. La Voix du Nord. Je n'ai rien compris. Voilà, je suis désolé, mais je n'ai rien compris. Chez un boulanger, puis un autre boulanger. Ah, tiens, bon, si vous avez compris, ben bravo. J'ai pourtant dit j'avais fait ce que j'ai pu. En tout cas, voilà, c'est trafic pour faire entrer des choses dans les prisons, en tout cas. Ok, alors article suivant. F de souche, sécurité, société, délinquance. À Bergerac, dans le 24. Bergerac, hein, ouais. La violence est de plus en plus organisée. Rodéo, point de deal, place Pélissière, une volonté de copier les banlieues. Ok, alors attends, je vais juste voir. Parce que ouais, je suis un pécor, je sais pas moi. Ok, ouais. Ah, c'est là, putain, d'accord. Ok, c'est paumé quoi. Ok, point de deal, place Pélissière, volonté de copier les banlieues. Le procureur Sylvie Guedes et Sylvain Janizé-Whisky, le chef du commissariat de Bergerac, font le point sur les chiffres. Il n'y a plus de filtre. Le procureur Sylvie Gued et le patron du commissariat, Sylvain Janizé-Whisky, ont accepté de décrypter ces données pour Sud-Ouest. La hausse se poursuit en 2022, constate Sylvain Janizé-Whisky. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont augmenté de 10,5% par rapport à 2021. On dénombre entre 500 et 600 faits de violence, hors et dans le cadre familial pour l'année 2022 sur le ressort du commissariat de Bergerac. Toutefois, il faut pondérer ce chiffre car la délinquance générale augmente, mais dans des proportions moindres, plus de 2,5%. On peut noter une baisse des atteintes aux biens. On est désormais sur du business. La délinquance se structure, c'est un phénomène nouveau. Pour la procureure Sylvie Gued, la violence est de plus en plus organisée, notamment dans le cadre des trafics de stupéfiants. Les faits sont plus graves, il n'y a plus de filtre. On sort les grands moyens, on expose la magistrate en poste depuis 1 an et demi. Le cœur de la ville est bien impacté. Ce n'est pas uniquement le fait des quartiers. L'action menée dans les quartiers depuis 3 ans a permis de réduire la délinquance. Quand je suis arrivé, il y avait un point de deal à Nayac et comme à Marseille, ils avaient affiché les tarifs et nous avons connu des caillassages, rappelle le chef de la police. Le mobile évolue, ajoute Sylvain Janizewski.
On est désormais sur du business. La délinquance se structure, c'est un phénomène nouveau qui n'existait pas il y a 3 ans à mon arrivée. Pour le chef de la police, tout cela participe à faire monter un sentiment d'insécurité. On voit qu'il y a des rues blacklistées dans le centre-ville, observe le spécialiste. Une grande réactivité. Rodéo, point de deal, place Pélissière. Pour la magistrate et le policier, il existe bien une volonté de copier les banlieues, même si le niveau de délinquance n'est pas le même. Ouais, c'est plus structuré, quoi. Pour eux, Bergerac n'est pas gangréné car la délinquance existe mais ne s'enracine pas. c'est... Ils ont des analyses comme ça, des différents degrés. Alors, c'est gangréné, mais pas trop. Nanana, et ça s'est pas encore implanté. Ça pousse, mais doucement. On a mis un peu d'engrais. Oh là là. L'accent mis sur le trafic de stupéfiants a porté ses fruits. Les policiers ont ainsi démantelé 11 filières en 2022. Mi-mars, un réseau au rayonnement régional comparaîtra devant le tribunal judiciaire. Ah, c'est une blague quand même. Hein. Je pense que c'est une blague. Sud-Ouest, c'était. Ok. Alors, article suivant. Valeur actuelle. Seine-Saint-Denis. Des clandestins qui squattent une ancienne friche industrielle risquent d'être expulsés. Oh mon dieu. Samedi 25 février, une manifestation a été organisée pour dénoncer l'expulsion potentielle d'un groupe de clandestins qui squattent un bâtiment désaffecté en Seine-Saint-Denis. Ils réclament des logements et des papiers pour tous. Samedi 25 février, une manifestation a été organisée pour dénoncer l'expulsion potentielle d'un groupe de clandestins qui squattent un bâtiment désaffecté en Seine-Saint-Denis, rapporte le Parisien. Il serait plusieurs centaines de migrants, pour la plupart afghans, tchadiens et somaliens, à y vivre. Le bâtiment en question, occupé depuis plus de 2 ans, est une ancienne friche industrielle située sur la commune de l'île Saint-Denis. Mais vous comprenez, ils ont le droit d'être là. Mais oui, ils sont autant français que vous, bordel. Vous avez eu la chance juste de naître dans une maison, dans un endroit avec des parents qui étaient là déjà. Vous avez trop de la chance en fait. Et eux, ils n'ont pas de chance, donc eux, ils ont le droit de rester parce que la France, voilà, elle se fait baiser, y a pas de problème. Une expulsion imminente. Faris Al-Khali Youssouf. Eh ben, membre du collectif des réfugiés tchadiens, explique aux Parisiens. Il y a 2 semaines, France Terre d'Asile, association d'aide aux migrants, nous a indiqué qu'une expulsion allait être ordonnée. Mais le député de la France Insoumise de la circonscription, Éric Coquerel, le violeur, se veut plus rassurant. Non, je sais pas, je sais pas. Je retire, c'était pour rigoler que je disais qu'il était violeur, ce n'est pas de la diffamation. Il n'y a pas d'expulsion imminente, pas en cours. Pas à court terme, pardon. La préfecture est au début de l'enquête sociale. Cependant, les migrants et les associations qui les encadrent n'en démordent pas. L'expulsion serait imminente. Un militant de l'ONG United Migrants explique que c'est pour bientôt, dans les prochaines semaines, il faut se préparer. Du côté des avocats de ces migrants, c'est le flou total. Maître Matteo Bonaglia, l'un des conseillers, rappelle les subtilités du contentieux. L'ordonnance de référé a été prise le 30 octobre 2020. Un délai de grâce d'un an a été accordé. Ce délai commence à courir à partir de la signification d'un commandement à quitter les lieux. Or, personne ne me dit avoir reçu ce commandement, mais comme il assure l'avoir constaté dans un autre dossier à un stade similaire, rien n'indique que la préfecture n'est pas en train de préparer le recours à la force publique. Non à l'expulsion des migrants et des clandestins, parce que c'est comme ça, parce qu'ils sont plus français que vous, parce qu'ils ont le droit d'avoir tout, de rester ici sur le territoire. Voilà, c'est voilà. Ok, bah très bien. Hein. Vous allez voir, il y a un autre truc après, c'est assez marrant dans ce sens-là. Alors, article suivant, valeur région. Morbihan. Non, Morbihan. Un jeune homme mis en examen pour l'assassinat sans raison particulière d'une sexagénaire. Ok, c'est tout à fait normal. Dimanche 26 février, un jeune homme de 18 ans a été mis en examen pour l'assassinat d'une femme de 63 ans près de Lorient. Ok. Il n'explique pas son geste. Dimanche 26 février, un jeune homme de 18 ans a été mis en examen pour l'assassinat d'une femme de 63 ans près de Lorient, rapporte le Figaro. Les faits remontent au mercredi 22 février lorsqu'un promeneur en fin d'après-midi découvre le corps inanimé sans vie d'une femme âgée de 63 ans dans les jardins du château de Caravéon, à Erdéven, une commune située dans le Morbihan, à une trentaine de kilomètres de Lorient. Un suspect est rapidement interpellé et a été mis en examen ce dimanche 26 février pour assassinat. Un suspect sans mobile. En garde à vue, le suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, qui a reconnu assez globalement les faits, sans vraiment les expliquer, a révélé ne pas connaître la victime et n'avoir eu au préalable aucun incident avec elle, a indiqué le parquet de Lorient dans un communiqué. Le mis en cause originaire de la région, qui n'a pas d'antécédent particulier, a indiqué s'être servi d'un outil de type marteau, préalablement emporté avec lui, précise encore le parquet.
L'autopsie de la victime a permis d'identifier des plaies exclusivement au niveau du crâne et du visage de la victime et apparemment causées à l'aide d'objets contendants, a expliqué le procureur précisant qu'une massette et une bouteille en verre ensanglantée avaient été retrouvées sur les lieux. À l'issue de sa mise en examen, le suspect a été placé en détention provisoire et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Au joie! Au joie! Putain. Même les jeunes, là, enfin, faut faire attention, hein, putain. Ah, faites attention à vos mamans, hein, putain, regardez comme ils sont fous, les gens. Alors, ça c'est assez cocasse. F de souche, Réville 50, un promeneur tombe sur plusieurs sacs échoués le long d'une plage et alerte les autorités. Il s'agit de près d'une tonne de cocaïne, une cargaison estimée à 60 millions d'euros. Putain, le mec, il est. Franchement, c'est un bon samaritain. Bon, après, tu tombes sur ça, tu sais pas quoi en faire. Hein. Il a bien fait hein, de l'amener aux flics, hein, parce que tu sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est vrai que ça vaut cher. Hein. 80 euros le gramme. Entre... Maintenant, c'est plus 50 apparemment, d'après Refaire. Selon les premières estimations. Donc, calculé. Hein. Il y avait combien? Combien il y a marqué? Combien il s'agit de près d'une tonne? D'une tonne. Oh, oh, ah. Ah, c'est facile, hein. Vous multipliez par beaucoup. Par, merde, 1000, 100 000. 1 million? Ouais. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Oui, c'est ça, hein, 60 euros le gramme, 1 million. 60 millions. C'est une prise rarissime pour les gendarmes de la Manche ce dimanche. Oh, ça rime. Selon les informations de Ouest France, ils auraient trouvé pour 60 millions d'euros de cocaïne sur la plage de Dranguet, à Réville dans la Manche. Alertés par un promeneur tôt dans la matinée, les gendarmes ont découvert sur cette plage près d'une quarantaine de sacs en toile échoués sur le sable. Après analyse, il s'est avéré que la poudre blanchâtre était de la cocaïne, confirme une source proche de l'enquête à Ouest France. Il y aurait au total près d'une tonne de cocaïne à l'intérieur, soit une prise exceptionnelle pour la région, affirment les élus de Sud-Ouest. Et oui, parce que vous bossez pas et que en fait c'est tout le temps comme ça et ça passe tous les jours. Une prise exceptionnelle qui a nécessité plusieurs heures, des renforts et une escorte pour transporter les sacs de la plage au véhicule de gendarmerie. Désormais, les sacs vont être envoyés dans un centre spécialisé pour être pesés et analysés. BFM TV. Donc, ah oui, BFM TV, quand c'est ça, ils en parlent, tu vois. Ils ont tellement. Il y a des petits trucs là. Il y a dû avoir en fait une baston, un bateau qui s'est échoué, un truc comme ça. Et toute la coque, elle est tombée, un règlement de compte entre des gens. Enfin bon. Cocasse, c'est cocasse, c'est cocasse. Alors, hier, on avait lu un article sur les CRS 8, là, de la section 8. Donc, je comprenais pas pourquoi Darmanin envoyait des CRS à Marseille. Mais en fait, c'est une brigade spéciale qui a été formée pour... C'est nouveau, quoi, depuis 2022. Les CRS 8, section 8, pour les violences urbaines. Donc, vraiment, on a l'impression, moi, quand on lit des trucs, on a l'impression que c'est vraiment l'armée, tu vois, c'est la guérilla. Hop, on envoie des gens... Règlement de compte à Marseille, Gérald Darmanin mobilise la CRS 8 spécialisée dans les violences urbaines. Donc c'est intéressant quand même d'approfondir un peu ça. Samedi 25 février, Gérard Darmanin a annoncé le déploiement à Marseille de la CRS 8 après le meurtre par balle d'un homme dans les quartiers du nord de la ville, le 5e ou le 6e, je sais plus. Le ministre de l'Intérieur réagit. Samedi 25 février, Gérald Darmanin a annoncé, le petit nain, a annoncé le déploiement à Marseille de la CRS 8 après le meurtre par balle d'un homme dans les quartiers nord de la cité phocéenne, rapporte le Figaro. En effet, vendredi 24 février, un homme a été abattu d'une balle dans la tête à Marseille. L'homicide de trop pour le ministre de l'Intérieur. Oh, il était choqué. Oh, il était choqué, le pauvre petit Darmanin. Mais pour le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé le déploiement de la CRS 8, une unité spéciale dans les violences urbaines. Cette unité agira en complément des effectifs locaux et des autres compagnies de CRS déjà présentes quotidiennement dans les cités marseillaises pour des opérations de sécurisation, a expliqué la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. À la demande de Gérald Darmanin, la CRS 8, spécialisée dans les opérations de lutte contre les violences, a été déployée à Marseille. Le procureur et le préfet de police sont à la Paternelle, où à la CRS 8 menait sa... Pardon, que j'ai mal lu. Le procureur et le préfet de police sont à la Paternelle, où la CRS 8 mène sa première opération du week-end, après des épisodes de violence liés au trafic, a écrit la préfecture de police sur Twitter. Donc ouais, c'est vraiment une unité spécialisée, quoi. Une unité sur tous les fronts. La CRS 8 a été créée en 2021 sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et est composée de 200 policiers déployés partout dans l'Hexagone à moins de 15 minutes. Cette unité est mobilisable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est notamment intervenue en août 2022 à Colmar, au Rhin, pour maintenir l'ordre après le meurtre par balle d'un Afghan de 27 ans, ou en mai 2022 à Bastia en Corse, pour contenir les violences manifestations suscitées par l'assassinat d'Ivan Colonna par un codétenu islamiste en prison. C'est chaud quand même, hein, c'est vraiment bizarre quoi cette notion des squads particulières de CRS. Enfin, pour moi, c'était vraiment. Ah, c'est logique en même temps, ouais. C'est juste que je me rends pas compte parce que c'est vrai qu'on
On entend beaucoup parler du CRS pendant les manifestations. C'est vrai qu'ils sont envoyés quand aussi il y a des barreaux que c'est le bordel. Ok, bah pour terminer la France Orange Mécanique, là, il y a une petite article, un petit article qui est quand même assez intéressante pour montrer qu'est-ce que c'est que ce pays complètement teubé. Projet de loi immigration. Donc là, il y a un projet de loi d'immigration qui va arriver hein, par le gouvernement. La défenseuse des droits s'inquiète des procédures permettant de faciliter les expulsions des étrangers. Attention, des étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation. Ah là là, je vous laisse le temps là. Ah. Ah putain, la défenseuse des droits s'inquiète des procédures permettant de faciliter les expulsions des étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation. Regardez là, Roberta là, Lispicicunas. Pardon, non mais c'était une référence, ceux qui connaissent. Mais c'est quoi ce délire? Le projet de loi visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, qui doit être examiné au Sénat à partir du 28 mars, fragilise considérablement les droits et libertés fondamentaux des étrangers, s'inquiète la défenseuse des droits Claire Hédon, dans un avis très critique rendu public ce jeudi. Le projet partait par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est critiqué par l'opposition car jugé trop répressif, intensifie la logique qui prévoit de conditionner le droit au séjour à une intégration déjà réussie, ce qui expose les étrangers à un pouvoir discrétionnaire croissant de l'administration. A commenté Claire Hédon. Aidons-la, ouais, aidons-la à partir. Tu veux pas partir toi aussi avec ça? La défenseuse des droits s'inquiète en particulier d'une mesure prévoyant de conditionner l'octroi d'un titre de séjour pluriannuel à un niveau minimal de connaissance du français et non pas seulement d'une assiduité à la formation. Oui, ça, intéressez-vous à ça si vous voulez. Ce serait intéressant de faire un truc là-dessus, sur le fait qu'il y a des gens qui forcent, qui poussent les gens à pas bien parler français, ceux qui arrivent. Comme ça, ils ont plus d'aide, voilà. Et tout est basé sur la formation, mais voilà. C'est intéressant. Alors, sur ce point, le gouvernement n'a prévu aucune exception liée à l'âge, à l'état de santé, au handicap ou à la particularité à la particulière vulnérabilité économique, pardon, qui pourrait empêcher les étrangers de suivre les formations requises ou d'acquérir un niveau de français suffisant. Moi, vouloir travailler. De ce fait, les personnes les plus fragiles ne pourraient plus accéder à aucun titre de séjour pérenne. Redoute Claire Hédon. Le projet de loi prévoit par ailleurs de faciliter de manière inquiétante l'expulsion des étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation en considérant non plus la peine qui leur a été réellement infligée, mais la peine théorique encourue. Oh, mon Dieu. Or, observe la défenseuse, dans les faits, les peines encourues sont très supérieures aux peines prononcées. Il avait pas raison, le Roberton. Là, elle le dit elle-même. Ah putain, c'est énorme, faut le sortir ça. Faut que les gens le. Voilà. Mais dans les faits, la peine encourue qui est dans le code pénal, hein, dans les faits, le code pénal, eh ben il est jamais suivi, hein. Après, toujours, il y a des aménagements de peine, hein. Alors voilà, donc on va pas les virer parce qu'en fait, normalement, même si c'est un violeur, il aurait dû avoir 15 ans, on ne devrait pas le virer parce qu'il va peut-être avoir que 2 ans. Oh putain, j'hallucine. Ah, mais c'est trop à extraire ça. Oh, la boucherie, quoi. Si bien que la levée des protections contre l'expulsion concernera un champ très large de personnes pour lesquelles la gravité de la menace à l'ordre public sera loin d'être établie. Incroyable. Incroyable. Ah putain, c'est fou comme ça. En fait, c'est ça. C'est le réel est tellement absurde qu'il va y avoir des moments où les gens ces horribles personnes qui nous dirigent vont sortir des choses comme ça et puis en fait, ça sera magique. Claire Hédon se dit également préoccupée par une mesure visant à faire du juge unique le principe et non plus l'exception à la Cour nationale du droit d'asile. Une disposition qui fait peser selon elle un risque majeur sur l'impartialité de la justice. En fait, c'est énorme. Je pense aussi qu'en gros, il y a une loi d'immigration qui va encore plus faire venir d'immigrés. Ah, c'est sûr, hein, tout ce qui a été lu, tout ce qui est machin, on a vu, c'est un truc de fou. Et en gros, ils sont allés la voir, ils disent ouais, vas-y, râle un peu, comme ça, on va faire style que la loi de l'immigration, elle est dure, parce que là, ouais, on va condamner des gens, on va les expulser parce qu'ils sont condamnés, voilà. Et bah toi, tu diras que c'est pas bien. Comme ça, après, on passera pour des méchants et pour des gros racistes. Et donc, en fait, la droite, elle dira ouais, il y a quand même un peu une loi de l'immigration et donc Macron, il fait des trucs et tout. Ah, c'est malin, hein, franchement, c'est malin. Eu égard à la trentaine de réformes législatives sur l'immigration depuis les années 70 qui ont été fréquemment contre-productives, Claire Hédon dit par ailleurs douter que le projet soit efficace pour atteindre ses objectifs. Légiférer à bref intervalle entraîne une complexification constante du droit applicable aux étrangers et alimente les difficultés des administrations pour l'appliquer. Observe la défenseuse dont les services sont massivement saisis de réclamations relatives aux droits des étrangers. Leur nombre a augmenté de 233% entre 2019 et 2022. Ah bah c'est normal, quand tu fais venir le monde entier, il y a de plus en plus de gens, quoi. Enfin, de gens qui vont se plaindre. Ah, c'est bizarre. Libération. Ah, c'était Libération. Putain, on a lu un article de Libération, mon Dieu.
Au secours. Je sens que j'ai des boutons qui poussent. Ok, donc on a pas mal avancé, c'est bien, c'est ouf, hein, c'est ouf. N'oubliez pas de partager, de faire monter. Bienvenue à ceux qui écoutent la radio. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter parce que c'est juste la joie, c'est magnifique. Ah, cette news là, elle est quand même. Ah, il y a un toucher là. Ça sent bien de la merde. Ça sent bien la merde. Donc on va passer aux articles internationaux et on va essayer d'avancer encore plus, enfin bien, comme il faut pour terminer le plus tôt possible. Donc les articles internationaux sont pas mal orientés au wokisme, là ce matin, c'est très souvent comme ça. Je vais peut-être pas tous les lire au complet, mais on va voir. Donc, surtout les États-Unis, le Royaume-Uni qui s'amusent hein, avec le wokisme. Donc c'est parti. Articles internationaux. Premier, F de souche, Norvège. Polémique autour d'un tableau colonialiste représentant le découvreur européen de l'Amérique du Nord, Leif Erikson, qui va être relégué dans la réserve du musée national pour s'adapter au monde actuel. Oula. Ah, c'est bon ça quand même. Hein. À Oslo, le musée national est la cible de critiques pour avoir remisé une œuvre classique représentant le découvreur européen de l'Amérique du Nord, Leif Erikson, environ 1970-1020. S'il s'est exécuté, il maintient sa décision même si le tableau est visible jusqu'au 19 mars. Une volonté de l'institution de s'adapter au monde actuel. Il ne reste plus que quelques semaines pour contempler Leif Erikson Upptäcker America. Leif Erikson découvre l'Amérique. Ah, c'est moi qui l'ai traduit hein, parce que je parle vietnamien en norvégien. L'un des tableaux les plus connus du peintre norvégien Christian Krogh, 1852-1925. Ah oui, Après le 19 mars, cette œuvre typique du courant romantique prédominant à la fin du 19e siècle sera changée dans les réserves du musée national à Oslo, pardon. Un emplacement qui se trouvait déjà depuis l'ouverture. Un emplacement où il se trouvait déjà depuis l'ouverture en juin 2022 du nouveau bâtiment abritant le musée jusqu'à ce qu'il en ait été extrait récemment à la suite d'un débat houleux, raconte le quotidien Aftenposten. Dans l'ancien siège du Nationalmuseet, le tableau de taille imposante était visible de tous les visiteurs puisqu'il était exposé dans le grand escalier central menant à l'étage. Krogh l'avait peint pour l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Il s'agissait alors de défendre les Norvégiens en tant que premier explorateur de l'Amérique et non pas Christophe Columbus, explique le journal dans un autre article. On y voit le viking Leif Erikson, traditionnellement orthographié Leif Erikson en français, sur son dracard tendant les bras vers une terre lointaine, l'actuelle Terre-Neuve canadienne. Ah, la Terre-Neuve, courrier international. Bon, ben voilà, hein, il va sortir, il va être noir et avec une plume dans le cul. Enfin bon, on verra bien. Ça. Ok, article suivant. Royaume-Uni, enquête de police, conférence de presse et suspension de 4 élèves dans une école après une griffure et une page cornée dans un Coran sans aucune intention malveillante. Donc une page cornée, ça a fait voilà 4 élèves dans une école qui ont été suspendus. C'est un truc de fou. 4 élèves ont été suspendus d'une école secondaire du West Yorkshire après qu'une copie du Coran ait été endommagée par ces élèves. Endommagée, donc écornée. Hein. L'incident ce mercredi à l'école secondaire de Kettlesrop de Wakefield s'est produit lorsqu'une copie de texte islamique a été apportée par une élève de 10e année. Le directeur Tudor Griffiths a déclaré que le livre était resté intact et qu'il n'y avait aucune intention malveillante de la part de personnes impliquées. Il a tenu une réunion avec les dirigeants communautaires concernés vendredi. Le conseiller indépendant de Wakefield Est, Akef Akbar, a convoqué la réunion après avoir été contacté par des personnes demandant plus d'informations. La mère d'un garçon autiste de 14 ans qui a été impliqué dans la profanation du Coran au lycée Catlepot à Wakefield dit son fils est un garçon très stupide, sans intention malveillante, qui est sincèrement plein de remords. C'est un truc de fou. Le directeur de l'école secondaire de Catlepot a décrit mercredi la profanation du Coran comme un jour triste et a promis que plus de conséquences seront mises en œuvre si nécessaire. L'inspecteur Andy Thornton a déclaré que l'incident n'était pas une affaire criminelle mais une opportunité d'apprentissage. Putain, regardez-moi ces islamistes là. Il a dit que les rapports selon lesquels le Coran avait été brûlé ou détruit étaient faux et qu'il avait inspecté le livre lui-même pendant la réunion. Monsieur Akbar a déclaré qu'on lui avait dit que le livre avait été apporté à l'école comme un défi par un élève qui avait perdu en jouant à un jeu vidéo Call of Duty avec d'autres étudiants. Alors qu'il était à l'école, il a subi une légère déchirure sur la couverture et des taches de saleté sur certaines pages. Monsieur Akbar, ouais, il s'était branlé sur le Coran, c'est peut-être ça. Oula, je vais avoir de... Pardon, excusez-moi. Monsieur Akbar a déclaré qu'il comprenait qu'il avait été lancé dans les locaux de l'école, une affirmation rejetée par l'école. D'accord. Le directeur, M. Griffiths,
a déclaré dans un communiqué: Nous tenons à rassurer toute notre communauté que le livre saint reste entièrement intact et que nos enquêtes initiales indiquent qu'il n'y avait aucune intention malveillante de la part des personnes impliquées. C'est un truc de fou. Cependant, nous avons clairement indiqué que leurs actions ne traitaient pas le Coran avec le respect qu'il aurait dû avoir dont les personnes. Donc les personnes impliquées ont été suspendées et nous travaillerons avec elles pour nous assurer qu'elles comprennent pourquoi leur action était inacceptable. Ce matin, nous avons rencontré les dirigeants de notre communauté musulmane locale, les conseillers locaux et la police pour partager toutes les informations que nous connaissons actuellement. Les mesures prises et les mesures immédiates que nous avons prises pour renforcer les valeurs et le comportement que nous attendons de chaque membre de cette communauté scolaire afin de veiller à ce que toutes les religions soient respectées. Un porte-parole de la police du West Warwickshire a déclaré qu'ils assuraient la liaison avec l'école. Les premières enquêtes ont confirmé que des dommages mineurs ont été causés au texte et les agents continuent de travailler en étroite collaboration avec l'école, ont-ils ajouté. BBC. Bon, va falloir un jour les calmer, ces islamistes quand même. Hein. Je sais pas comment on va faire, mais un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Alors, valeurs actuelles, culture, wokisme, les traumavertissements pour alerter sur le contenu des livres au Québec. Donc ça, c'est encore les sensitivity readers. L'objectif de ces mises en garde est que le lecteur ne souhaite pas lire des propos en lien avec des thématiques jugées problématiques, puissant à être tenu au courant. Un nouveau symptôme du phénomène wokisme. Au Québec, dans le milieu de l'édition, les traumavertissements. Donc c'est les Québécois. En fait, il y a l'anglais, tout est en anglais. C'est anglophone tout le temps, tous les mots inventés, tous les concepts sont inventés en anglais. Et donc les Québécois, ils ont l'habitude de transformer les mots anglais en français. Et là, ils ont inventé Sensitivity Reader en traumavertissement. Ils sont fous, ces Québécois. Les traumavertissements pullulent. Ces derniers aussi qualifiés de trigger warning. Ah ouais, non, bon, bah j'avais mal traduit. C'est ça, d'accord, d'accord. Trigger warning, c'est pas sensitivity reader. En anglais, pour but, c'est parce que I speak English very well. Ont pour but de mettre en garde les lecteurs vis-à-vis du contenu de l'ouvrage qu'ils ont entre les mains. Relate Courrier International samedi 25 février qui s'appuie sur des informations communiquées par le quotidien québécois de Le Devoir, violence, racisme, homophobie, misogynie. Le but est donc que les lecteurs qui ne souhaitent pas lire des propos en lien avec des thématiques jugées problématiques puissent être tenus au préalable au courant. Toutefois, plusieurs études ont démontré que ces avertissements étaient tout bonnement inefficaces. Oui, le mieux c'est de réécrire les livres. Éviter un choc au lecteur. Au Québec, certains éditeurs font le choix de n'inclure aucun traumavertissement afin de ne pas infantiliser leur lectorat. Bravo, il y en a qui ont un peu des couilles, indique Courrier International. D'autres, au contraire, décident d'en ajouter afin que les lecteurs ne soient pas confrontés à un choc au moment de parcourir l'ouvrage en question. Ouais, c'est les gens qui sont pas civilisés, en fait, qui n'ont pas été éduqués, comme on a fait pendant des centaines d'années ou des dizaines d'années en Occident. Et ben comme on a le tiers-monde maintenant, et ben voilà, faut faire des trucs. Et puis comme les Occidentaux sont en train de péter complètement un câble puisqu'ils se tiers-mondisent, bah, avec le wokisme et tout, c'est une pensée de tiers-monde, hein, d'être des censeurs, de pas être capable de lire des choses, de pas être prêt à lire des choses qui vont aller contre votre esprit, c'est une pensée du tiers-monde, quoi. Parfois, il s'agit de recontextualiser les propos d'un livre écrit longtemps auparavant. Je précise, quand je parle du tiers-monde, c'est qu'on y était aussi avant. Hein. Je veux dire, c'est tous les trucs des religieux, quand c'était très fort, que c'était compliqué. Enfin bon, voilà. Cela alors que la controverse autour de la censure des livres de Roald Dahl passe son plein, poussant même la famille royale britannique à s'exprimer sur le sujet. Contrairement à quoi ressemblent ces mises en garde, comme l'indique Le Devoir, l'ultime roman du romancier québécois David Goudreau, intitulé Maple, s'ouvre sur ce traumavertissement. Cette œuvre de fiction déborde de violences, de références explicites au racisme et multiculturalisme, aux homicides, aux féminicides et aux suicides. Auprès du journal, la directrice littéraire fiction chez Librex, Marie Evangelinas, explique qu'en l'occurrence, c'est l'écrivain lui-même qui en est à l'initiative. Selon elle, elle a été motivée par le souhait de se moquer du climat de vertu et de bien-pensance qui prend place dans le milieu. Bien joué. Il y a assassinat, enfin je sais pas, il y aurait plein de trucs à faire en fait. Ah putain, vraiment c'est compliqué. Bah là pareil, les romans de James Bond de Ian Fleming réécrits pour en supprimer les références raciales. Ah là là. Traumavertissement. Bah voilà, ça continue. C'est un truc de fou. Ok, donc là, il y avait un autre article avec de souche. Le locataire d'un appartement appartenant à la commune doit faire ses bagages pour laisser la place à des réfugiés. En Suisse, Zurich. Le locataire d'un appartement de 5,5 pièces dans la commune de Zeegraben, ouais, on avait lu ça, doit le libérer le 31 mai
le 31 mai 2023. Ce logement qui appartient à la commune accueillera des demandeurs d'asile et des réfugiés. Pour motiver ces décisions, la commune écrit qu'elle a reçu l'ordre du canton de mettre à disposition des logements afin de pouvoir accueillir des personnes en quête de protection supplémentaire. Malgré des recherches intensives au cours des dernières semaines, il n'est actuellement pas possible de trouver des logements appropriés sur les marchés libres, écrit l'administration communale. Mais donc vous virez des gens? Mais c'est quoi ce délire? Je suis incroyablement triste, j'habite ici depuis plus de 15 ans. Mes enfants ont grandi dans cet appartement, a confié cet homme de 47 ans à nos confrères de 20 minutes. Son ex-femme et ses enfants ont déménagé il y a 6 ans. Depuis, le locataire a sous-loué une partie de son appartement qu'il a d'ailleurs rénové au fil des ans. Il ne cache pas sa surprise de devoir déménager. Je ne m'y serais jamais attendu, avoue-t-il. C'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est hallucinant. Alors ça aussi c'est assez significatif, un autre article, F de souche, Markus Söder, c'est assez intéressant je trouve, chef de la CSU et ministre-président de la Bavière. De Bavière. Alors c'est en Allemagne, donc en Allemagne il y a les Landers, et les Landers sont vraiment beaucoup de pouvoir, ça n'a rien à voir avec nos régions. Donc là quand on parle du ministre-président de Bavière, c'est parce qu'il y a carrément presque des petits gouvernements, enfin bon, je ne connais pas exactement en détail, mais je sais qu'en gros c'est extrêmement décentralisé contrairement à chez nous. La Bavière est différente de Berlin. Nous rejetons, donc ça c'est le président-ministre là. Président-ministre, c'est très chelou. La Bavière est différente de Berlin. Nous rejetons le wokisme, la cancel culture et l'obligation de parler genré. Chez nous, on a le droit de manger ce qu'on veut et de dire ou de chanter ce qu'il nous plaît. Ah, c'est stylé, hein? Ah, la classe. Ah, c'est un titre, c'est juste, ils ont relayé ce qu'il a écrit. Ah, putain, c'est intéressant ça. Ah, c'est le fédéralisme. C'est vrai que des fois, ça peut potentiellement être intéressant le fédéralisme. À voir. Pouvoir décider de ce qu'on veut. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, hein. Dans les États, il se passe pas ce qui se passe au niveau national, hein. C'est vraiment très particulier. Alors là, il y a eu hier soir une émission, donc on va terminer sur quelques articles, de bonnes nouvelles, on va dire, et cette petite news aussi, parce que c'est intéressant, je trouve, par rapport à Vaincre ou Mourir. Reynald Secher, le génocide vendéen, est le seul dans l'histoire de l'humanité à avoir été légal. Il a été voté et les lois n'ont jamais été abrogées malgré la demande d'un certain nombre de députés. Intéressant, hein? Vous avez inventé, j'imagine que c'est vous, le concept de mémoricide, c'est-à-dire cette volonté idéologique de refuser précisément de reconnaître ces réalités-là. Oui. Est-ce que ce mémoricide est encore prégnant au cœur de l'université? On voit qu'il l'est en tout cas chez certains députés de la France insoumise. Et est-ce que ce mémoricide-là peut être considéré comme une sorte de négationnisme? Absolument. Bon nombre d'universitaires français trichent, manipulent les documents, ne disent pas la vérité. Je ne vais pas citer des noms, mais ils vont se reconnaître. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Parce qu'on considère qu'il ne faut pas toucher au mythe de la Révolution propre. On ne peut pas toucher aux soldats Robespierre. Ce n'est pas possible, hein. Et je pense que malheureusement, ça explique justement tout ce qui vient de se passer autour du film. Et je pense qu'il faut cicatriser les plaies en France. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est ce qu'a demandé Philippe de Villiers, c'est que le président de la République, au nom de la République, vienne solliciter en Vendée le pardon des Vendéens. Et la deuxième chose, je rappelle que ce génocide, c'est le seul dans l'histoire de l'humanité, est légal. C'est-à-dire qu'il a été voté par l'Assemblée nationale du moment, c'est-à-dire la Convention, et que les lois n'ont jamais été abrogées jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ces lois font toujours partie de l'arsenal juridique. Et les lois ces lois disent quoi? Alors, en fait, vous avez trois lois, je ne vais pas entrer dans le détail. Ces lois prévoient l'extermination de la population en Vendée, l'anéantissement de tous ces biens, la nationalisation de tous ces biens et le repeuplement de la Vendée, c'est la loi du 7 novembre 1793. Je répète, vous avez un juriste qui a beaucoup travaillé la question, qui s'appelle Villemain, et il précise les choses sous l'angle juridique. Ah, c'est ouf. Hein. Ces lois, je répète, n'ont jamais été abrogées, malgré la demande d'un certain nombre de députés. Elles font toujours partie de l'arsenal juridique de la France. Alors c'est très intéressant parce que moi, comment je réagirais à ça, c'est que comme je suis à fond pour arrêter la repentance, ça me saoule un peu d'entendre ça, de devoir reconnaître, d'obliger la République à reconnaître le génocide vendéen. Et en même temps, c'est fou parce que celui-là, pour moi, il devrait être reconnu vraiment. Enfin, les autres aussi, hein, bien sûr, mais sinon, c'est où on s'arrête, quoi. C'est où qu'on s'arrête. C'est où qu'on s'arrête.
C'est juste que là, c'est vrai que c'est la République elle-même, donc c'est le mensonge de la Révolution qui a été toute bonne, tout s'est trop bien passé, machin. Enfin, ce mensonge, c'est que c'est ce qu'on nous met dans la tête, quoi. Alors que la France, elle existe depuis 1500 ans, et donc c'est pas au moment de la Révolution que la France a existé, hein. C'est un aboutissement. Mais c'est vrai que c'est très intéressant quand même ce qu'il dit là, parce que en même temps, voilà, le génocide vendéen, qui est réel, c'est vrai que c'est faire face à l'histoire de la France. Et donc en même temps, je suis partagé parce que voilà, c'est la France là. La France elle-même, comment elle s'est construite. Et donc là, il pourrait y avoir des discussions. Mais c'est quand même un peu la boîte de Pandore. Bon, en même temps, on en est, pourquoi pas aller dans cette direction, hein, parce que de toute façon, on suce la bite de tout le monde. Donc une reconnaissance de l'histoire de la France, c'est quand même un peu différent pour moi. Et bon, c'est intéressant. Bon, après, tous les autres trucs aussi. Mais bon, on peut pas parler de ce genre de truc. Là, il parle vraiment de processus génocidaire. Qui d'ailleurs, je me rappelle dans une émission de Charles Gave, il dit c'est nous qui avons inspiré tous les génocides suivants avec ce qui s'était passé pendant la Révolution, où ça a été institutionnalisé et tout ça. C'est un truc de fou en fait, de raisonner comme ça. C'est un truc de malade quand même de se rendre compte de ça. Bon, après, ça a donné les États et puis l'État laïque, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas dans la droite. Et ouais, moi, je suis très fier d'être dans un pays qui n'a pas de religion d'État et tout ça. Mais comme il a plus de couilles et que c'est une merde, on se retrouve avec une autre religion qui est en train de nous écraser et c'est ça qui rend fou. Moi qui étais vraiment un partisan à fond de 1905 et tout ça, maintenant j'ai beaucoup plus de mal quand je vois à quel point on est faible au front de l'autre côté. Donc ouais, c'est assez compliqué ce sujet, mais c'est très intéressant d'en parler de toute façon et c'est cool que Yvan Riolfol ait reçu ce monsieur pour pouvoir discuter de ce sujet. Et le fait de parler d'institutionnalisation du génocide, c'est quand même quelque chose d'intéressant, très intéressant. Bravo à ces deux intervenants. Ok, donc alors, on va terminer sur deux news qui sont à peu près un peu pas mal positives. Mm. Et après, on partira au travail. Alors, Valeurs Région, fait divers, trafic de drogue à Lyon, interpellation en série dans le quartier de la Guillotière. Les policiers applaudis. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Applaudis par les habitants. Ah, je trouve ça trop stylé. Hmm. Est-ce que je ferai un extrait sur une nouvelle qui est positive? Les forces de l'ordre ont constamment constaté que de la drogue avait été dissimulée dans des potagers et ont saisi plusieurs grammes de résine de cannabis. Dans le quartier lyonnais de la Guillotière, la lutte contre la drogue se poursuit. Le 21 février dernier, 7 individus ont été arrêtés depuis placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants, comme l'a relaté Lyon Capital dès le lendemain, s'appuyant sur les informations du Progrès. Ces interpellations en série se sont déroulées au niveau de la place Mazagran. Parmi les suspects figurent deux acheteurs présumés. D'après les informations dont dispose le Progrès, les forces de l'ordre ont constaté que la drogue avait été dissimulée dans des potagers et saisi plusieurs grammes de cannabis. Le même journal précise que des habitants du secteur, insupportés par le trafic de drogue, ont applaudi les policiers depuis leur balcon. C'est ouf, le quartier gangréné par la violence. Il y a quelques semaines, nous nous étions fait l'écho d'un article du Progrès dans lequel nos confrères rapportaient que la vidéosurveillance se renforçait dans le quartier de la Guillotière qui se trouve à cheval entre le 7e et le 3e arrondissement. L'objectif, améliorer la sécurité des riverains dans le secteur, tandis qu'une première caméra nomade avait été installée au niveau de la place Mazagran le 30 mars dernier. Une deuxième caméra l'a rejointe début février. C'est bizarre, c'est robotisé, c'est très bizarre. À l'automne dernier, ActuFR avait publié un article dans lequel apparaissait le témoignage d'une habitante de la Guillotière. La jeune femme se disait lasse de vivre dans ce quartier gangréné par la violence. Depuis le déconfinement, c'est de pire en pire, avait-elle notamment déploré auprès du média. Avec mes amis, on a l'impression que Lyon est devenu Marseille. En plus, on ne peut pas compter sur la police. Ah, c'est un truc de fou. C'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais ça fait beaucoup de témoignages. En gros, c'est après la fin du confinement. C'est la catastrophe, quoi. C'est très intéressant, ça aussi. En gros, ils ont tellement été tranquilles alors que les Français se faisaient écraser, les vrais Français, hein, oui, je le dis, par Darmanin, quoi, qu'en fait, ils étaient tellement tranquilles, ils se sont dit, ah putain, mais en fait, on fait ce qu'on veut dans ce pays, c'est chez nous, on les a grands placés. Enfin bon. Alors, et voilà, et on va terminer sur cet article qui est assez stylé. Dernier article. Elon Musk, pendant très longtemps, les médias américains ont été racistes contre les non-blancs. Maintenant, ils sont racistes contre les blancs et les asiatiques. Voilà. Donc on termine là-dessus. C'est quand même assez stylé de voir que Elon Musk dit la vérité. Et c'est exactement pareil en France et en Occident. Il y a un ethnomasochisme de taré de l'Occident envers elle-même. Envers lui-même. Oui, envers lui-même. Et il faudra peut-être un jour résoudre ce problème-là. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter sous la vidéo pour pouvoir faire monter la vidéo et puis donner votre avis pour soutenir.
enfin pour soutenir, de me commenter pour me donner votre avis, donner votre, commenter pour soutenir, pardon, et donner votre avis pour pouvoir discuter des différents sujets, car c'est très important d'échanger. L'émission, elle est là pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous communautariser parce que c'est la seule chose à faire pour protéger notre France et la transmettre. C'est dans les villages qu'il faut aller pour les protéger. Vous avez vu, il y a plein de résistances à plein d'endroits pour protéger nos petits villages. Et donc, c'est les bastions, le temps qu'on arrive un jour à prendre le pouvoir ou à inverser la tendance ou à laisser les villes s'effondrer. Et pour ça, pour vous communautariser, si vous pouvez trouver quelqu'un qui est digne de confiance, avec qui vous pouvez fonder une famille, parce que fonder la famille, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus vrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le travail et à demain.